La famille, les amis et les collègues d'Alex Préti ont tenu à prendre la parole pour honorer sa mémoire. Tous le décrivent comme un homme dévoué aux autres. Cet infirmier de 37 ans a été abattu par la police de l'immigration hier à Minneapolis. Les autorités l'accusent d'avoir voulu se livrer à la violence, une version démentie par plusieurs vidéos diffusées ensuite. On va s'intéresser avec vous, Bruno Darroux, bonjour, aux réactions Bonjour Nabia. de la classe politique américaine. Comment est-ce qu'à la fois républicains et démocrates regardent ce qui se passe à Minneapolis? Écoutez, de toute façon, il y a eu évidemment beaucoup d'émotions aux États-Unis après ce deuxième meurtre, donc consécutif aux agissements des agents de l'ICE, cette force chargée de l'immigration et des douanes qui agit sur ordre du gouvernement fédéral, notamment à Minneapolis. Beaucoup d'émotions dans le monde, y compris des partisans du port d'armes, qui sont en général des Trumpistes, puisque la version, vous l'avez dit, la version des autorités fédérales, c'est de dire qu'en fait, comme il portait une arme, évidemment, il est assez logique que ça ait inquiété les agents de l'ICE, alors que le deuxième amendement de la Constitution américaine dit que on peut manifester aux États-Unis en portant son arme, si évidemment le port d'armes est légal, mais c'était le cas d'Alex Préti. Donc, émotion dans ce milieu, émotion aussi dans le milieu culturel, le milieu du cinéma. Il y a eu des réactions de la part de plusieurs stars d'Hollywood, mais évidemment, le plus important, c'est les réactions de la classe politique. Alors, chez les Républicains, globalement, soit on reste discret, soit on fait cœur derrière Donald Trump, mais il y a quelques voix dissidentes. Alors, notamment, il y a ce sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui a posté un tweet qu'on va peut-être voir à l'écran, où il dit en fait que, je cite, les événements de Minneapolis sont incroyablement perturbants. Voilà, bon là pour le moment c'est la version en anglais, mais Oui, vous allez faire la traduire traduction. ça. Les événements de Minneapolis sont incroyablement perturbants. La crédibilité de l'ICE et du DHS sont en jeu. Le DHS c'est les forces de police, on va dire pour faire simple. Et donc il demande, c'est ça qui est important aussi, une enquête exhaustive menée conjointement au niveau fédéral et au niveau de l'État. Parce que pour nos téléspectateurs, il faut expliquer qu'en fait, il y a un bras de fer entre le gouvernement fédéral et son représentant là à Minneapolis, cette agence ICE, et les autorités locales, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui est un démocrate, qui a été le colistier de Kamala Harris, le maire de Minneapolis, qui est également un démocrate, et qui, eux, accusent en fait le gouvernement fédéral d'avoir envoyé sans concertation, sans consultation, ces agents de ICE mener ces actions contre les migrants de manière totalement indiscriminée et vraiment aux limites de ce que permet la loi aux États-Unis. Et plus largement, vous savez, aux États-Unis, les États quand même sont très férus de leur prérogatives et donc n'aiment pas comme ça que l'État fédéral vienne s'immiscer. Donc il y a ce côté-là aussi, et le fait de demander une enquête conjointe, évidemment, c'est très important. Alors côté démocrate, évidemment, on dit il faut absolument une enquête conjointe, parce que s'il n'y a qu'une enquête fédérale, évidemment, ça va être favorable aux agents de ICE. Les démocrates, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas faire grand-chose, mais ils ont un levier sur lequel peut-être ils vont jouer. Le budget de ICE, de cette agence pour 2026, a été voté au niveau de la Chambre des représentants. Mais au Sénat, il doit être voté dans quelques jours, en fin de semaine prochaine. Or, pour que ce soit voté, il faut 60 sénateurs sur 100 sénateurs au total. Les Républicains sont 54. Donc ils avaient besoin, même avant ces événements, du vote de 6 sénateurs démocrates pour que le budget de ICE passe, en quelque sorte. Là, que vont faire ces 6 sénateurs démocrates, sans compter le sénateur républicain dont je parlais, Bill Cassidy. Donc il y a des chances qu'au niveau du Sénat, le budget de ICE ne soit pas voté pour 2026 et que donc ça remette en cause toute la politique de Donald Trump. Donc vous voyez déjà cette première conséquence politique. Et on va revenir sur les objectifs officiellement affichés par l'administration Trump, Bruno. C'est celle de lutter contre l'immigration ou d'expulser en
tout cas les sans-papiers. Est-ce qu'il y a une autre stratégie derrière? Alors, officiellement, le but, effectivement, c'est la priorité de l'administration Trump, c'est d'expulser le maximum de migrants. Donc, c'est le travail de ICE à l'intérieur du pays. Et puis aussi, il y a le Border Patrol, la patrouille aux frontières, qui fait son travail. Les chiffres, pour l'instant, sont en nette augmentation, mais par rapport à certaines administrations, comme l'administration Barack Obama, les chiffres sont inférieurs. Disons que il y a à la fois officiellement cette volonté d'expulser les immigrants illégaux du territoire américain, et puis avec cette démonstration de force, il y a aussi un effet dissuasif pour tous ceux qui, de l'autre côté des frontières, veulent arriver aux États-Unis. Et de fait, ça c'est notre correspondant Mathieu Mabin qui nous l'expliquait très justement il y a quelques heures, le franchissement des frontières entre notamment le Mexique et les États-Unis depuis quelques mois est au plus bas, comme ça l'a pas été depuis des années. Donc cet effet dissuasif semble marcher. Ça, c'est pour les objectifs officiels. Mais il y a certainement aussi avec Donald Trump, du moins beaucoup de spécialistes américains le pensent, peut-être une visée plus politique. C'est-à-dire que certains suggèrent, alors ce n'est qu'une théorie bien sûr, que Donald Trump souhaiterait presque organiser délibérément le chaos pour dire, bah voyez, ça ne va pas, les États ne coopèrent pas avec ICE, etc. Donc je fais appel à l'armée. Et si je fais appel à l'armée, ça va créer une situation totalement tendue. Et en fait, on a l'impression, selon certains spécialistes, que Donald Trump voudrait jouer sur cette polarisation dans la perspective, là on revient à la politique des élections de midterms au mois de novembre, pour essayer de regagner des voix, ou si la situation est trop tendue dans certains endroits, eh bien pour faire en sorte que les électeurs ne puissent pas aller voter en espérant que ça change le résultat final. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. Nous